Bonjour tout le monde, je m'appelle Priscilla Mbali, je suis la femme du prophète Nathanaël Mbali. Ensemble, nous sommes prophètes et pasteurs de fonction. D'ailleurs, je suis également entrepreneur, mon mari aussi, et écrivaine, et lui, c'est un futur écrivain. Ensemble, nous sommes parents d'une petite fille au nom de Gummy Bear, qui a bientôt 1 an. C'est la fille par qui le Seigneur est passé pour me restaurer et me consoler. Alors aujourd'hui, c'est la 2e épisode de Grande Sœur, dis-moi tout. J'espère que vous avez été bénis en suivant la première épisode où nous avons parlé de l'absence paternelle. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous encourage maintenant à d'abord aller suivre la première épisode. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je reçois 2 mamans qui vont ensemble avec moi sur ce plateau partager sur les relations de mère et fille. Nous avons toutes quelque chose en commun. Nous sommes toutes mamans d'une petite fille ou des petites filles. Et je trouve ça très important en tant que mère de pouvoir améliorer nos relations avec nos filles et d'aider aussi d'autres mamans qui nous suivent à avoir des relations saines avec leurs enfants, parce que malheureusement, il existe des mères pervers narcissiques qui détruisent la vie de leurs propres enfants. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mes 2 invités. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ruth et Sabrina? Acclamons, 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 acclamons. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, prophétesse. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Très bien, merci et vous? Alors, est-ce que on a tendance à l'appeler Yarut, hein? Tout le monde la connaît au nom de Yarut. Elle est celle qui est conductrice de louanges à Signs and Wonders et qui a pendant plus de 5 ans servi à mes côtés. Les personnes qui venaient aux France pour Jésus, vous la connaissez, ceux qui venaient aux retraites, aux veillées de prière. Mais je la laisse elle-même se présenter en quelques secondes. Parle-nous un peu de toi. Alors bonjour tout le monde. Donc déjà merci de nous avoir permis d'être vos invités, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Ruth, maman de 2 merveilleuses filles et voilà, je pense que le reste à venir. Merci. Et Sabrina, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Sabrina. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je suis à Signs and Wonders. Et puis j'ai donné ma vie à Christ depuis 2015. Et je suis maman de 2 enfants, 2 filles et un petit garçon que j'ai adopté. Donc ça fait 3. Waouh! Alors, je suis très très ravie de les recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Elles sont toutes les 2 mamans et elles ont vraiment de l'expérience en tant que mère. Et je trouve ça très important de pouvoir écouter un peu leurs témoignages, écouter un peu comment elles arrivent à gérer leur relation avec leur fille. Parce qu'aujourd'hui, ta fille est bientôt adolescente. Et toi, tu as une ado à la maison et une qui va vers l'adolescence. Ma première question, en fait, ce que je voudrais comprendre est comment s'est passée la première phase de passer de enfant à ado. Comment avez-vous pu les accompagner vers cette adolescence? Donc je vais parler de ma première fille qui a maintenant 18 ans. L'adolescence, il faut savoir que moi, dès le début, dès le ventre, en fait, j'ai toujours parlé à mon enfant. Donc dès le ventre, c'est important de parler à son enfant. Et puis tout au long de son enfance, en fait, jusqu'au primaire et au collège, je lui expliquais toutes les choses, que ce soit sexuel, que ce soit les petits copains, que ce soit quel que soit. Donc, je lui parlais énormément pour qu'elle puisse comprendre et aussi pour écouter, parce qu'elle avait beaucoup de questions, parce qu'on n'apprend pas tout à l'école, hein, on ne dit pas tout à l'école. Donc, c'était important que je lui explique ces choses. Et puis, quand elle a été au collège, puis au lycée, donc là, j'ai commencé à lui faire avoir le gynécologue. C'est très important. Donc, depuis l'âge de 15 ans, même si ma fille n'a pas eu de rapport sexuel, je l'emmenais au gynécologue jusqu'à maintenant, chaque année. Et pour avoir cette intimité-là, je trouve que c'est très important de parler de tout. Pas forcément que des choses simples, mais la sexualité, pour moi, c'était très important jusqu'à maintenant de parler avec mes enfants. Là, on va revenir là-dessus, sur la sexualité. Et oui, en gros, je te laisse peut-être compléter. Merci. Pour moi, je dirais que
la préadolescence, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Parce que ça dépend du caractère de ton enfant. On peut avoir des enfants qui sont très ouverts, qui vont réussir à parler avec leur mère. Comme aussi, on peut avoir des enfants qui sont très fermés. Et c'est là où la difficulté de savoir qu'est-ce qui est bon, où elle va, qu'est-ce qu'elle veut. La difficulté vient de là. On peut dire dès le petite enfance, quand l'enfant atteint les 10-12 ans, ah, mais moi, avec ma fille, nous parlons beaucoup. Mais en fait, c'est à partir de 10-12 ans, 13 ans, que l'enfant commence à forger son caractère. Et là, c'est là que ça devient difficile de percer, de savoir quelle relation on peut avoir. Parce que même quand on est mère, on ne connaît pas réellement le caractère de nos enfants. Okay. Ça, on ne connaît pas réellement. Parce qu'on peut avoir une jeune fille de... Moi, je donne l'exemple de ma fille de 11 ans, qui, elle peut sourire, elle peut dire plein de choses, mais quand j'observe, je sais qu'elle est aussi capable de faire plein d'autres choses qu'elle n'aura pas la facilité de me dire. Mais quand je regarde le caractère de celle qui est plus grande, ça va être différent. Ça veut dire qu'elle va avoir une manière de dire les choses en posant des questions. La question qu'elle me pose qui ne la concerne pas, elle va faire comprendre comme si c'est pas pour elle, mais automatiquement en tant que maman, on va comprendre que cette question-là, c'est parce qu'elle veut savoir. Par exemple, si je prends l'exemple de moi, j'ai toujours été très ouverte. Moi, c'est tu me poses une question, je dois poser une question, j'ai pas peur. Malheureusement, comme on a vu dans l'émission précédente, vous parliez de tout ce qui était tabou en tant qu'enfant de Bantou. On va dire ça, chez les Bantous, il y a beaucoup de choses tabous. Oui. On va être frustré et cette frustration emmène à une rébellion. Pour poser des questions, savoir les faits qu'on ne savent pas, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant de qu'est-ce qui se passe, où on va, que faire. Et bien tout ça, ça emmène une rébellion. Parce qu'on n'a pas de réponse. Et ces réponses-là, on va les chercher dehors et qui ne sont pas forcément des bonnes on va dire des bonnes choses, quoi. Donc voilà, mais sinon, moi, je pense que ça dépend du caractère de l'enfant par rapport à l'adolescence. Ce qu'elle vient de soulever est très important, ce que tu viens de dire aussi sur la sexualité. Et elle a dit que dans notre communauté, et c'est la communauté africaine, je ne sais pas si chez vous aussi c'est pareil, la communauté antillaise, où presque tout est tabou en fait avec vos enfants. Genre, surtout lorsqu'il s'agit de la sexualité, on a du mal à en parler avec nos filles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nos filles, elles vont chercher les réponses dehors. Et c'est de la mauvaise manière en fait qu'elles sont conseillées. Si elles tombent sur la mauvaise personne, elle va mal la conseiller et elle risque de faire des erreurs. Et je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de mères négligent cet aspect-là, où elles ne veulent pas avoir cette conversation avec leur fille, où directement elles vont casser. Elles vont directement la casser, elles vont parler de respect, elles vont parler de pudeur. Alors que, même si toutes ces choses-là peuvent être vraies, pudeur, respect, tout ça, mais je trouve que quand même, tu peux avoir certaines conversations avec ta fille dans le respect, où toi, tu peux en fait l'aider. Je vais donner un exemple. Elles auront du mal de parler des rapports sexuels avec leur fille. Et lorsqu'elles ont leurs règles, elles vont juste dire « Oui, maintenant, tu peux tomber enceinte ». Tu n'aides pas vraiment ton enfant lorsque tu dis à ta fille « Bon, maintenant, tu as 12 ans, 11 ans, whatever. Maintenant, tu peux tomber enceinte. Qu'est-ce que moi, je suis avec l'information de « Maintenant, je peux tomber enceinte ». Tu vois un peu? Je ne sais pas si ça te parle. Je sais pas. Ah oui, ça me parle. Je me souviens, si je dois parler de l'anecdote où j'ai eu mes règles, on va dire ça comme ça, au plus simple. Je me souviens, chez nous, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel, parce que c'est vraiment waouh. J'arrive, déjà je découvre quelque chose parce qu'on n'en parle pas. Avant même de vous parler même de sexualité, on nous annonce même pas qu'un jour dans nos vies, on aura nos règles. Donc automatiquement, on a une réaction assez... Qu'est-ce qui se passe? Je suis blessée, j'ai fait une bêtise. Parce qu'on associe toujours le corps intime de la femme chez le Bantou comme quelque chose de « il ne faut pas toucher ». Oui. Et les faits qu'on nous dit « il ne faut pas toucher », « il ne faut pas aller là-bas », « un homme ne doit pas aller », on ne nous dit pas le pourquoi, les raisons, qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, quand on découvre qu'on a nos règles, première fois, on a déjà peur de l'annoncer. Une personne préparée saura ce que c'est, mais nous... Moi, dans ma période, je n'étais pas préparée, je ne savais pas ce que c'était. Donc, du coup, j'ai peur de dire, j'ai quelque chose qui est sorti de là. Donc, automatiquement, ce côté déjà, c'est très tabou. On a déjà du mal à annoncer. Et quand on arrive au moment où on annonce qu'on a une règle, moi, la première chose qu'on m'a dit, c'était attention, il ne faut surtout pas qu'un homme te touche. Tu es devenue une vraie femme. Et moi, je me pose la question déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme?
Et l'homme va me toucher quoi? Oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Et donc tout ça, on n'a pas les Oui, réponses. et une des phrases que moi, je me rappelle comme disait, si un homme joue avec ton pipi, tu vas tomber enceinte. Vous allez tomber enceinte. Moi, j'ai eu, tu vas sentir mauvais tout le temps. Oui. Et ça va se tu vois. savoir. Après, tu vois, c'est ça que justement, Sabrina, je trouve très dommage que les enfants ne reçoivent pas les bonnes informations. Et aussi, je ne sais pas si tu as déjà observé ça, ce côté où on utilise la religion pour casser l'enfant. On utilise la Bible, ce que le pasteur a dit, pour casser ton enfant. Je ne sais pas si ça te parle ou ce que je suis en train de dire, il y a une pensée qui te vient? En fait, au niveau religieux, non. Mais je vous avoue que je suis proche de mes filles depuis dans mon ventre, en fait. Parce que je ne voulais absolument... Je me suis dit, je veux faire tout le contraire de ma mère. Je veux être... Et c'était comment la relation avec ta mère? C'était... en fait, moi, elle me laissait mes frères et sœurs très jeunes. Hein, donc, à 14 ans, j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs. Et puis, bon, elle faisait sa vie. Et, ma mère, c'est ma mère. C'est une femme exceptionnelle qui est là pour moi aujourd'hui. Mais elle n'avait pas cette relation-là de mère-fille, par exemple. Dans la précédente émission, je crois que vous aviez parlé du « je t'aime ». Ma mère, vous lui dites « je t'aime » jusqu'à maintenant. Mes filles lui disent « mamie, je t'aime ». Ouais, d'accord. Elle n'arrive pas. Mais on sent que c'est un traumatisme qu'elle a. Elle n'arrive pas à dire « je t'aime ». Donc, au quotidien, moi, je lui dis « mais au moins, maman me dit « ok, dis merci » ou... Et mes filles sont très câlines parce que je leur donne de l'amour depuis petite. Je ne leur cesse de leur dire, vous êtes des princesses, des merveilles, vous êtes magnifiques. Parce que, une petite parenthèse, à l'école, les enfants sont méchants, méchants. Exactement. Moi, par exemple, mon petit-neveu, un jour, il dit, vous êtes belle, mais moi, je ne suis pas beau, hein. Comment ça, tu n'es pas beau? Moi, on m'a dit que je ne suis pas beau. Alors, je lui répète, tu es un prince, tu es merveilleux. C'est très important de dire à vos enfants qu'ils sont beaux parce que Dieu les a créés comme ils sont. Et c'est des traumatismes, justement, que les enfants peuvent garder au quotidien. Qu'ils soient gros, qu'ils ont une tache, ils sont beaux. Donc, c'est important de dire ça à vos enfants. Et puis, pour revenir à la relation avec ma mère, en fait, elle vous laisse faire tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Dans ma famille, il n'y avait pas d'interdiction. Vous faites ce que vous voulez. Vous découvrez le sexe comme ça, la cigarette ou autre comme ça. Il n'y avait pas d'interdiction. Ma mère, en fait, moi, je suis métissée. Donc, ma grand-mère est métropolitaine et mon père est martiniquais. Donc, si vous voulez, il y a un métissage. Donc, elle a l'éducation à la française. Donc, c'est peut-être pas tout le monde est comme ça, mais à la française, on fait un peu ce qu'on veut. Et ma mère, c'était comme ça. Et pour moi, ça ne me convenait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mes enfants, j'allais leur donner tout l'amour qu'il faut en leur expliquant tout. Il n'y a pas de tabou à la maison, on parle de tout. Je parle beaucoup avec Gwadeline et Kanja, sont mes deux filles. Même au niveau, Gwadeline qui a l'âge d'avoir des copains. Elle a eu une carrière dans le basket, donc elle n'a pas eu le temps d'avoir de copains. Je ne dirais pas Dieu merci, c'est comme ça. Et quand on a connu Christ en 2015, elle a décidé, elle m'a dit, maman, moi je veux me préserver pour mon copain. Donc jusqu'à maintenant, Gwadeline n'a pas de copain. Gloire à Dieu. Et donc on continue avec ce cheminement. Et vraiment cette relation-là, à partir de 2015 où on a rencontré Christ, a été vraiment un grand soutien dans la vie de mes filles. Parce que elles ont appris, moi j'ai appris au quotidien, mais elles ont appris aussi la relation qu'il faut qu'il y ait amoureuse, mais en respectant justement Dieu. Pendant que tu es en train de parler, il y a un événement très douloureux qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans. Faut savoir que le fait que je venais déjà dans un environnement et une maison où il y avait tout le temps du bruit, tout le temps les embrouilles, qu'est-ce que j'aimais faire après les cours, c'était traîner dehors avec des copines. Et je rentrais à la maison 19h, 20h, en mode je rentre à la maison, je dors. Venez pas me casser la tête. Et au fur et à mesure, comme vous voyez, souvent dehors avec mes amis. Mais en fait, tu as 13 ans, tu viens d'entrer au collège, donc tu traînes avec eux. Tu n'as aucune idée de copains, garçons, c'est vraiment pas dans tes pensées, tu vois. Et notre communauté, encore une fois, quand tu es déjà clair de peau, on te qualifie de prostituée, de
tout ce que tu veux avec les garçons. Et moi, j'ai 13 ans, toute innocente. Et là, il y a des rumeurs. On commence à dire à ma mère que je sors avec des hommes, etc., etc. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas du tout sentie protégée. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai 13 ans, je reviens de l'école. Et là, elle me dit, on va voir le médecin. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on part voir le médecin. Elle me dit, nettoie-toi, on part voir le médecin. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et elle m'emmène chez le médecin. Et c'est à partir de là que la relation que j'ai eue avec ma mère s'est brisée. Elle m'emmène chez le médecin et on devait me faire un test de virginité parce qu'il y avait des rumeurs à 13 ans que je sortais avec les hommes. Et lorsqu'on est sorti de là et que le médecin lui a dit « je vois rien, votre fille a quel âge? Elle a 13 ans. » Et que de là, elle m'a dit « tu vois, ça n'a pas fait mal. » Mais en fait, je suis censée être protégée. Je suis ton enfant. Je ne me suis pas sentie protégée. Je me suis sentie exposée, en fait, à toutes les personnes qui pouvaient parler. Et pour elle, c'était peut-être une manière de dire « vous avez tort », mais selon moi, avec le recul d'aujourd'hui, comment je suis maman, si aujourd'hui on vient me dire une chose pareille contre mon enfant, ce sera moi et mon enfant contre le monde. Ce ne sera pas en mode « je vais faire un test pour vérifier un peu ». Et c'est à partir de là, en fait, que quelque chose a été totalement brisé, que je pouvais regarder la personne en face et dire « waouh, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut faire contre ma personne, même si tu me crois, mais tu ne me crois pas à 100%. » Et c'est là où la rébellion a sérieusement... Je me suis rébellée. Je pense que les 4 prochaines années qui ont suivi, jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur dans ma vie, j'ai été un enfant rebelle, dans le sens où fallait plus me parler, fallait plus rien me dire. C'était moi contre le monde. Et aussi, il y a eu par la suite plusieurs événements très douloureux qui se sont passés. Et pour moi, ça confirmait en fait que une fois que j'ai l'occasion de m'en aller, je pourrais partir. Et j'ai détesté ma mère. Je sors d'un processus de guérison où je devais pardonner à cette personne qui est ma mère. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, j'avais dit que cette personne-là, même si elle meurt, je n'irai pas. Je veux plus rien savoir d'elle. I don't care. Mais c'était pas parce que je suis adulte, mais ça a commencé à l'âge de 13 ans. Et c'est pour ça que je dis aux mamans ce que vous faites à vos enfants, ce que vous dites à vos enfants. Vous allez juste dire bah, c'est un enfant, c'est juste un acte que j'ai posé, mais ça reste dans la tête et c'est psychologique et ça crée déjà un hic où tu te dis oula. On est où? On est où en fait? Parce que tu connais toutes mes copines, tu les vois, elles viennent à la maison. Il y avait une de mes copines, carrément, elle connaissait ses parents, donc elle savait que je traînais tout le temps chez eux à la maison. Donc en fait, ça a créé un truc en moi où j'ai grandi avec ça en dehors du fait que j'avais l'absence de mon père. Et toute la violence que je voyais, un jour j'ai eu un déclic et je me suis dit... Tout ça là, je vais devoir protéger mon enfant lorsque j'aurai des enfants de tout cet environnement-là. Et peut-être aujourd'hui, les gens peuvent voir une personne du jour au lendemain se braquer. Parce que moi, c'est la réputation qu'on m'avait donnée. Elle n'aime pas les gens de la famille. C'était pas question que je n'aime pas les gens de la famille. Je me protégeais de ce que je ne savais pas de quoi je me protégeais. Et malheureusement, quand on est maman, on ne se rend pas compte de à quel point et nos paroles et nos actions peuvent traumatiser nos enfants. Il y a d'ailleurs même un autre événement que j'ai vécu où carrément j'étais encore en mode waouh, donc ici je ne suis pas protégée comme enfant. J'avais, je pense, 15 ans et demi, 16 ans. J'étais en 3e secondaire. Chez vous, c'est quoi c'est déjà le lycée ou encore le collège? C'est encore le collège. Et je suis chez une de mes sœurs et il y a un de leurs amis qui vient. On me laisse seule avec lui. Et cette personne essaye de faire des attouchements sur moi. Je parle, mais qui te défend? Tu vois? Et il y a beaucoup de familles comme ça où, malheureusement, on préfère protéger le prédateur que l'enfant. Ou soit il y a des mères, carrément, elles préfèrent protéger leur mari, et là, je parle de beau-père des enfants, que leurs propres enfants, parce qu'elles tiennent à leur mariage, alors qu'il existe des hommes qui abusent des enfants dans le mariage, tu vois. Et je trouve ça très important qu'en tant que mère, tu dois pouvoir faire confiance à ce que ton enfant te dit. Parce qu'il y a des enfants, ils ne mentent pas. Même si vous allez dire, oui, il y a des enfants qui mentent. Mais il y a des enfants, réellement, tu peux voir que l'enfant n'est pas en train de mentir. Ton enfant doit être protégé. Même si ton enfant, après, tu vas découvrir qu'il y avait un petit mensonge derrière. La première réaction que je trouve en tant que parent que tu dois avoir, c'est de protéger ton enfant face à tout.
n'importe quelle personne, surtout les filles. Parce que les garçons, tu vois, ils sont pas trop dans ça. Mais en fait, je sais pas si vous avez lu le livre de Lecrae, c'est un rappeur chrétien, où il a expliqué qu'il avait 4 ans. Et tellement sa mère devait enchaîner 2 boulots parce que leur père avait quitté la maison familiale. C'est en fait la personne qui le gardait, c'était sa cousine qui a abusé de lui en tant qu'enfant de 4 ans. Tu vois, maintenant, qui va te croire? Qui va t'écouter quand tu viens avec ce type d'histoire? Tu vois, je sais que ça vous choque un peu ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment des choses que, quand moi j'analyse et je regarde, il y a eu vraiment un travail de restauration que Dieu a dû faire, qu'aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je me dis, je ne veux pas le même schéma avec elle. Il faut que les choses, elles changent. Après, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Déjà, pour ma part, je dirais que déjà, peu importe que ça soit fille, garçon, il y a un équilibre. Il faut les 2 parents, ça c'est sûr. Oui. La communication, en général, je dis toujours que ce que l'homme fait ne se voit pas. Parce que c'est la femme qui porte 9 mois qui se voit. Mais en réalité, l'homme fait beaucoup. Hein. C'est vrai. Quand on parle de la maman, de la personne qui dialogue, c'est que moi, je pense que le père aussi peut apporter. Relationnellement, l'effet de ne pas avoir de père dans le foyer et d'être d'une mère, en fait, la relation est un peu... C'est-à-dire que, comme Sabrina le disait tout à l'heure, la chance qu'elle a, c'est de pouvoir dire à ses enfants « Je t'aime, tu es belle, tu es magnifique, tu es ceci, tu es... » Même pour le garçon aussi, ils ont besoin de cette assurance. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout comme Sabrina. Moi, j'ai un peu le côté justement bantou, où j'ai pas cette facilité-là parce que de toute façon, on ne donne que ce qu'on a. Exactement. Donc, je n'ai pas cette facilité de dire à ma fille, je t'aime, tu es belle, tu es magnifique, mais j'ai des gestes que je fais et ça, c'est venu avec le temps. J'ai des gestes que je fais pour lui montrer que, t'inquiète pas, même si je te le dis pas, je t'aime. C'est pas parce que je ne veux pas le dire. C'est parce que l'éducation que j'ai réussi fait que c'est limite ancré parce que bon, vu l'âge, hein, je vais dire que c'est la génération de la vingtaine aujourd'hui qui refuse le comportement de nos mamans. Nous, on est dans la génération de la trentaine, presque approchant de 40 ans. Là. Exactement. Donc, c'est-à-dire à partir de la trentaine, arrive à la quarantaine, nous, on a encore les séquelles de nos parents. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais pas, et des fois, je suis assise avec des amis, ils vont me dire, ma fille va arriver, maman, je t'aime. Je vais dire, laisse-moi tranquille avec ton histoire, je t'aime. Et puis, on va me dire, mais dis-lui, je t'aime. Je vais dire, bon, je t'aime. Parce qu'on m'a dit de le dire. C'est pas que je ne veux pas. Alors, j'ai instauré quelque chose depuis qu'elle est bébé. Comme je savais que, même en tant que personne, moi-même, j'ai pas cette facilité de dire je t'aime. Quand elle était petite, il y a un geste que je fais à ma fille. Je prends mon doigt et je descends comme ça, je lui fais en anglais, I love you too. Et elle me refait sur le visage et elle me dit, I love you so much. Et ça, c'est le seul truc que je sais que je lui donne, que moi je n'ai pas réussi et que j'ai fait un travail depuis bébé. Donc ça veut dire que j'essaye d'effacer un peu ce côté qu'on nous a donné de faut pas dire je t'aime, c'est limite honteux. Quand le papa aussi rentre, on a connu ça aussi, quand le père rentre à la maison, il faut quitter le salon parce que l'autorité qui arrive et qu'on n'a pas ce côté où on arrive, on se mélange et on est en famille, on peut discuter de tout et ça facilite l'effet de justement, il y a eu des attouchements, il y a eu ça, où justement ça alerte la mère, ça alerte le père, parce qu'on a cette communauté, on a l'habitude de parler, on a cette fraternité, on a ce côté famille, on a ce côté où on est cosy, on peut se libérer, parce qu'on sait que nos parents nous écoutent. Moi, je sais que ma fille va avoir aujourd'hui la facilité de venir me dire ce genre de choses-là, parce que j'ai fait un travail sur moi-même en tant que maman. Tu as créé un genre de safe place comme ça pour ta fille. Pour ma fille. Justement. Juste un petit truc qui fait qu'elle va avoir la facilité. Bon, ma fille est jeune, je ne veux pas dire qu'est-ce qui s'est passé, mais son premier, peu importe son rendez-vous, son date, comme on dit aujourd'hui, avec son copain, le premier 18 ans, j'étais là. Même si je n'étais pas là entièrement, mais j'étais là. Comment je m'habille? Je mets quoi? J'essaie de lui dire, bon, alors il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, 22 ans, je n'ai plus rien à dire. Je connais son ami, on discute, mais toujours le côté un peu pudeur qu'on a, nous malheureusement, ou on va dire aussi heureusement, parce que ça aide aussi dans l'éducation quelquefois, à être comme ça.
Mais j'admire aussi la femme qui va être je t'aime, ma princesse, ou comme tu le dis. Je trouve ça extraordinaire parce que de s'ouvrir comme ça, déjà, c'est pas facile. Vraiment, c'est pour ça que je parle beaucoup d'identité et de comportement. Oui, oui. C'est pas facile d'avoir cette facilité de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, que ça soit aux enfants ou que ça soit à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas... Derrière tout, il y a une histoire et il y a un vécu. Et je me suis obligée. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure, prophétesse, concernant l'inceste dans la famille, je me suis reconnue. Et ça, je pense que ce sera peut-être dans une prochaine émission. Mais effectivement, ça laisse des cicatrices. Mais moi, j'ai fait de mes cicatrices une force. Et je me suis dit, non, mes enfants, c'est toute ma vie. J'ai eu 2 fausses couches. Gwadeline a été le déclenchement où je suis sortie d'une dépression. Donc, mes enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux avec mon mari, bien sûr. Et en fait, notre relation, j'ai fait un cocoon, j'ai fait une sorte de... c'est ma famille, en fait. Ma famille à moi, c'est mes enfants et mon mari. C'est tout. Pareil. Voilà, c'est ça. J'aime ma mère, j'aime mon père, je suis là pour eux. Je vous aime aussi. Mais voilà, c'est ma famille. Quand je dis ma famille, c'est ça. C'est mes enfants et mon mari. Et quand je rentre à la maison après le travail, j'ai droit à une fête tous les jours. Mes enfants m'attendent près de la porte, ils sautent dans mes bras. Nous, on a des instants comme ça où je prends le temps, même si je suis fatiguée, de passer un moment avec mes enfants. On est sur le canapé, mon mari est à côté, et je passe du moment avec mes enfants. Et j'ai un moment pour mon mari. Mais mes enfants, j'ai un moment avec mes enfants, c'est très important. C'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est vraiment très important. C'est fou ce que tu viens de dire parce que ça me rappelait... Quand tu parles d'inceste, j'ai l'impression que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Parce que je pense qu'on a tous un peu vécu ça. L'oncle qui dit « assieds-toi sur mon genou ». Oui. Le tonton qui essaye un peu de... Oui. Chez nous, on dit souvent « ton enfant a grandi, hein ?» Oui. Je ne comprends jamais cette phrase. Et on a toujours... Moi, je veux pas... comme je dis, je ne suis pas encore prête à raconter mon histoire à l'entièreté, mais je dirais juste une chose, c'est que je sais que l'inceste, c'est quelque chose qui traumatise à vie. À vie, faut justement. Faire un travail. Ça traumatise à vie. Sur l'intimité avec le mari. Sur la vie avec sa vie de femme. Justement, on devra revenir sur ça et en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui mamans. Même leur relation avec leur mari et leurs enfants, il y a un dysfonctionnement à cause de ce qu'elles ont vécu. À cause de ce qu'elles ont vécu. Par exemple, je connais une femme que j'ai eu à coacher. Elle s'est mariée qu'à l'âge de 42 ans parce que depuis tout ce temps, elle avait vécu l'inceste quand elle était petite, ça l'avait totalement détruite. Et pendant tout ce temps, elle ne voulait rien avoir avec les hommes à cause de ça, tu vois. Et maintenant, quand ce genre de choses arrive, en tant que mère, la première personne que tu dois protéger, c'est ton enfant. C'est ton enfant que tu dois protéger. Tu t'en fous de X, Y, oncle, tante, whatever, you don't care. La personne que tu dois protéger, c'est ton enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté, même église ecclésiastique, il y a des mères qui écoutent beaucoup plus le pasteur que leurs enfants. Tu vois, malheureusement, ça arrive où il existe des choses qui arrivent. Le pasteur a fait, le pasteur a dit, mais la mère est tellement focus sur le pasteur. Le pasteur, elle désobéit même à son mari à la maison pour écouter ce que le pasteur a dit. Tu vois, ça arrive dans des foyers, ça arrive où carrément le pasteur est mis daddy. Elle va préférer cuisiner pour daddy et elle laisse son mari. Il y a des choses comme ça qui arrivent et malheureusement, elle préfère que ses enfants manquent des chaussures, manquent des vêtements, mais elle doit donner à l'église. Il faut de l'équilibre. Même si des fois Dieu te demande de faire, il y a des sacrifices que Dieu te demande de faire et puis il va pourvoir. Mais si c'est quelque chose où au point où tu sais que tes enfants, tu les négliges totalement et que l'église, tes enfants ne vont pas aimer Dieu. Tes enfants vont détester l'église. Parce que supposons que même si tu es appelé à servir Dieu, tu passes plus de temps à l'église qu'avec tes enfants, ton enfant ne va pas aimer l'église, ton enfant ne va pas aimer Dieu. Aujourd'hui, moi, même si je suis pasteur, je suis désolée, mais mon vrai ministère, c'est mon enfant, c'est mon mari. Les âmes ne peuvent pas venir avant. Parce que t'es pasteur, t'as un enfant qui joue au foot, tu vas jamais regarder ses matchs parce que s'il y a culte. Est-ce que tu peux pas, pour un dimanche, mettre quelqu'un d'autre pour prêcher, tu pars assister à l'entraînement ou au match
de ton fils. Tu vois un peu. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de pasteurs ou des mamans qui prient deviennent des enfants rebelles parce que Dieu a pris une place que normalement même les enfants doivent avoir dans leur vie, même si Dieu doit avoir toute la place. Mais il faut un certain équilibre parce que ton premier ministère, ce sont tes enfants. Tu ne peux pas négliger tes enfants pour Dieu parce que même devant Dieu, tu es en train de commettre une infraction. Quel est ton rôle en tant qu'épouse? Aujourd'hui, je ne peux pas privilégier le fait que je vienne prêcher et que je sais que mon mari va rester affamé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a des choses sur lesquelles, en fait, il faut travailler et faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans ta vie pour que tu n'aies pas des enfants qui sont blessés, un mari qui est blessé et que ça fait en sorte que votre environnement familial ou l'atmosphère familiale est saine. Pas qu'il y a des trucs toxiques parce que malheureusement, il existe des parents maintenant qui vont défendre cela en mettant la Bible en avant, en mettant Dieu en avant, en mettant le pasteur en avant. Ça crée malheureusement des blessures et tout et n'importe quoi au sein de la famille. D'ailleurs, j'ai reçu une question auquel je vais répondre. Alors, je vais lire la question. Si mes parents sont divorcés, est-ce que je risque forcément de reproduire le même schéma? Alors, la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à reproduire la vie de tes parents. Mais attention, il y a quand même déjà une porte qui est ouverte spirituellement que tu devras fermer par la prière et aussi par le bon choix que tu vas devoir faire. En fait, il faut analyser qu'est-ce qui a poussé au divorce. Qu'est-ce qui a fait en sorte que mes parents puissent divorcer? Quels sont mes critères? Et toutes ces choses-là, en fait, il faut regarder et aussi sur le plan spirituel. Prendre le temps de prier pour annuler, en fait, cette malédiction, si je peux le dire comme ça, de divorce. Parce que si déjà tes parents ont divorcé et que toi aussi, tu commences à sentir qu'il y a un divorce qui me menace, alors ça veut dire que c'est spirituel et toi, tu ne dois pas prendre la décision de divorcer. Parce que si toi, tu divorces, je vais mettre des enfants au monde qui eux aussi vont divorcer. Ça va être quelque chose qui est normal. Je prie que toi, tu sois la personne par qui le divorce va s'arrêter dans la famille. Ce n'est pas parce que toi, tes parents ont divorcé que toi aussi, tu vas divorcer par le nom de Jésus. En tout cas, déjà, nous allons clôturer par ceci. Il y a une pensée qui me vient à toutes les femmes et même les hommes qui me suivent. Si vous venez d'une famille polygame, sachez déjà que la sirène est un esprit qui est dans votre famille et elle combat votre famille. Il faut prier contre cet esprit. Nous autres ici, nous venons d'une famille où le père avait plusieurs femmes, il faisait tout et n'importe quoi. Il y a déjà ces réclamations-là qui réclament nos vies. Il faut être une personne qui brise cela et sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Je prie vraiment que lorsque tu es en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire ici, lorsque tu suivras même les prochains épisodes, que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux par rapport à ta vie, par rapport à ce qui s'est passé avant les générations précédentes dans votre famille et que ça te pousse en fait à être un homme ou une femme de prière pour prier pour ta famille. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire. Moi, je dirais que si vous êtes une femme comme moi, qui n'a pas forcément eu de relation de mère ni de père, nous sommes dans une époque où nous pouvons apprendre à le faire. Donc, faisons ça, apprenons à dire à nos enfants qu'on les aime et surtout déjà, ça commence par nous-mêmes et après, à partir de là, nous ferons justement des enfants non frustrés qui savent dire aussi à leurs enfants qu'on les aime. Voilà pour ma part. Et Sabrina? Ben moi, je dirais vraiment, prenez le temps du dialogue avec vos enfants. Et je voulais aussi ajouter ceci. Aller chez le gynécologue avec votre enfant n'est pas forcément pour vérifier si elle a fait quelque chose ou autre. C'est aussi un moyen de contraception. Donc, arrêtez de mettre le gynécologue sur le fait qu'on va vérifier. Non, c'est important. Il y a les maladies, il y a d'autres choses. Donc, retirez les préjugés. En tout cas... Merci. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, qu'on aura l'occasion encore de se retrouver pour parler de plusieurs sujets. Il y a énormément de choses à traiter. C'est très important de pouvoir le faire et de pouvoir aider d'autres femmes qui sont en train de nous suivre. Alors, merci beaucoup à Publi Voice, le producteur de cette émission. Merci à notre chef de projet, Mallory, à Ministry qui est chef de médias. Merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer pour toute l'équipe derrière? En tout cas, merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse.